Il y a des pages de notre histoire qu'aucune colonisation, qu'aucune falsification, qu'aucun oubli programmé ne saurait effacer. L'histoire de la traite négrière au Dahomey fait partie de ces plaies béantes qui continuent de saigner dans la mémoire noire. Mais elle est aussi un appel à la conscience, un appel à la reconquête de notre souveraineté spirituelle, culturelle et historique. Et c'est justement pour cela que nous saluons avec solennité tous les peuples africains et afro-descendants qui ont compris l'urgence de la réhabilitation de leur tradition. C'est dans cet esprit que Kemet Télévision rend un vibrant hommage au peuple du Burkina Faso qui célèbre chaque 15 mai la journée des coutumes et traditions. Par cet acte fort, ce peuple frère démontre que l'avenir de l'Afrique passe par ses racines. Nous saluons également la mémoire éclairée de l'ancien président du Bénin, Nicéphore Dieudonné Soglo, qui en 1990 eut la grandeur d'âme et de vision de décréter le 10 janvier comme journée nationale du Voudoung, acte fondateur d'une reconnaissance officielle de la spiritualité africaine. Nous ne saurons avancer dans cette quête sans évoquer avec respect le doyen Korijo Missia Doumbia, justement, initiateur du mouvement Djibon au Mali, qui appelle aujourd'hui à une reconnexion globale de l'humanité aux lois naturelles de l'univers, enracinées dans la sagesse ancestrale africaine. Oui, l'heure n'est plus à la soumission spirituelle, ni à la honte culturelle. L'heure est venue de parler vrai, de revisiter les événements, de comprendre les mécanismes de la trahison, mais aussi de l'espoir et de la réparation. L'émission de ce jour sur la traite au Dahomey est donc bien plus qu'un simple rappel historique. C'est un acte de justice, une parole sacrée, un pas vers la renaissance. Et c'est sous le regard bienveillant de Sa Majesté Shewen Mabou, homme au savoir pluriel, gardien des sagesses anciennes, que nous revisiterons cette route de l'esclavage, non pour gémir, mais pour réanimer la conscience, pour penser la mémoire, pour animer la dignité. À travers les images du non-retour que vous découvrirez et au fil des paroles vibrantes de vérité, nous rendrons hommage à ceux que la mer n'a pas oublié, à ceux dont l'écho du pas résonne encore dans nos veines. Que les ancêtres soient témoins de notre engagement, que la Mahat règne sur nos paroles. Madame, Monsieur, chers téléspectateurs, bienvenue dans ce voyage au cœur des arcanes de notre histoire. Sur la route de l'esclavage du Dahomey, c'est la thématique que nous allons aborder juste après cette courte transition. Ils sont venus de loin, des terres du monde entier, pour renouer avec les racines, pour revivre l'Afrique, non comme un souvenir, mais comme une force intemporelle. Après le succès retentissant de la première édition, Kemet Reconnexion revient pour une nouvelle immersion au cœur des savoirs et des mystères africains. Du 27 juillet au 11 août 2025, à Yaoundé au Cameroun, rejoignez la deuxième édition de Kemet Reconnexion. Un voyage exceptionnel où chaque jour révèle un héritage sacré, chaque échange nourrit la conscience, chaque geste réveille l'âme. Des maîtres spirituels, des prêtres initiés, des guérisseurs, des chercheurs de vérité, ils seront là pour vous guider, vous enseigner et vous reconnecter à l'essence de la tradition africaine. Plongez dans les initiations ancestrales, vibrez au rythme des tambours et découvrez la spiritualité africaine comme jamais auparavant. Kemet Reconnexion, parce qu'il est temps de réécrire notre histoire et de faire rayonner l'âme africaine. Du 27 juillet au 11 août 2025, à Yaoundé au Cameroun, inscrivez-vous dès maintenant pour vivre l'expérience qui changera votre vie. Infoline.
De retour sur le plateau de Kemet Télévision, l'émission c'est à Cannes et la thématique de ce matin sur la route de l'esclavage au Dahomey. Nous ne saurons commencer cette émission sans souhaiter prompte guérison à notre matriarche nationale, la matriarche Nangonjoy, qui elle aussi a subi une double intervention chirurgicale. Généralement, nos initiés ont tendance à toujours prendre soin des autres, mais parfois, n'est-ce pas, négligent leur propre sort. C'est avec Majesté Wendemabou que nous allons conduire cette émission. Et ça me permet de l'introduire. Allô Majesté, Otep à toi et bienvenue ce matin. Otep au frère Nyamsi, Otep à tous ceux qui nous suivent, Otep à tous nos différents abonnés sur nos différentes pages. Et Otep à tous ceux qui ont permis pour qu'on soit là, en l'occurrence nos ancêtres les plus méritants, qui ont lutté, qui nous ont laissé cet héritage, qui est ce combat. Et d'autant plus que même il y a nos ancêtres qui déjà avec à la dernière minute de leur vie existentielle sur cette terre n'ont jamais abandonné ce combat. Et quand bien même ils étaient réduits à l'esclavage, il y a des gens parmi nos ancêtres à qui on a demandé de prononcer le nom de Jésus-Christ pour le salut de leur âme en ce qui concerne leur supposé paradis. Mais ils ont refusé, ils ont été assassinés et ils ont connu diement les fins tragiques. Donc c'est ce combat que nous menons aujourd'hui. On ne pouvait pas commencer cette émission sans pour autant leur rendre hommage. Et je profite également de cette occasion pour rendre hommage à toutes les divinités que j'ai sur ma tête, pour ne pas parler de Apuke Yemaja, Ablo Sika, Densu, Dazunji, Sakpata, Danvodun. Quand je parle de Danvodun, je fais allusion à toutes les divinités de l'air, que ce soit au niveau des végétaux, au niveau des montagnes, au niveau des termites, au niveau du règne océanique, au niveau des eaux douces, toutes les divinités de l'air en général, et au niveau aussi des Tohosu, qui est le roi des eaux, au niveau en tout cas de toutes les divinités majeures ou bien les divinités secondaires du Vaudou. Je profite également de cette occasion pour rendre un hommage à sa majesté Dada Dabokouno, qui est l'empereur mondial du Vaudou et qui est peu connu parce que le christianisme a pris le dessus à cause de l'aliénation. Et c'est déjà même à partir du règne de Dabokouno qu'ils ont créé le siège de la papauté. Et comme on parle du pape à la tête de l'église catholique, c'était que avant que l'église, la Bible ou bien le Coran, les documents d'aliénation ne viennent chez nous, il y avait quand même un empereur mondial sur cette science sacrée. Cet empereur ne représente rien d'autre que le grand prêtre d'Amon à l'époque, qui avait comme mission d'assumer le rôle spirituel à l'époque de l'Égypte pharaonique. Et je profite également de cette occasion pour dire un merci à tous ceux qui luttent de jour comme de nuit pour que la spiritualité africaine perdure, comme toi, comme le frère Tot, comme beaucoup d'autres initiés, sans oublier tous les Rounons. Et les Rounongans, les prêtres et les grands prêtres, les Roungans, ce sont toujours les Rounons. C'est le langage qu'on utilise pour les désigner en Haïti, et au Portugal, au Brésil, et Cuba, un peu partout là où il y a les afro-descendants. Donc on dit souvent aussi que celui qui compte ou bien qui cite les noms peut oublier les gens. Donc si j'oublie quelqu'un, que la personne m'en excuse. Sans pour autant oublier mon couvent, je salue d'abord tous les dirigeants du couvent, ou bien des couvents du Bénin et tous les couvents d'ailleurs du Bénin et du monde entier, sans oublier mon couvent qui est Gladiarondi, qui se situe aujourd'hui dans la zone de Komé, précisément à Komé. Nous l'avons surnommé Gladiarondi, ce qui veut dire que
peu importe le bruit des vagues ou bien du vent, peu importe les mouvements des vagues ou bien du vent, on sera toujours gladiateur. On va toujours nous voir à la porte, on sera là pour continuer la mission que nos ancêtres nous ont laissée. Bon, je reviens rapidement sur le cas de la matriarche parce que quand on dit que les prêtres ou bien les prêtresses, d'ailleurs elle est une Amazone, et pour le combat que nous menons, elle fait partie du rang des Agodiers. Et quand on parle des Amazones, en fait j'aime pas trop utiliser le mot Amazone parce que c'est déjà, ça fait partie des noms de baptême. Quand les Français étaient venus trouver ce corps, les Arossi, les Nans, les Minonans, la belle preuve ici au Cameroun, on continue toujours d'appeler Nangodjoy, Nan, Minona. Ce qui veut dire que ce sont les guerriers, ce sont eux qui, ce sont ces femmes du moins qui ont initié l'art véritable de la guerre après la chute de l'empire nubo-égyptien, parce que ce sont eux, en fait, depuis l'époque pharaonique, on savait que la société à l'époque était matriarcale, dont les grands secrets, les arcanes majeurs de la société et de la spiritualité étaient dans les mains des femmes. Et c'est cette tradition qui a en fait perduré dans le temps, jusqu'au temps de la reine Hangbe, celle qui a initié le code des Amazones. D'ailleurs, sur la liste des successions, d'après les rois du royaume du Dahomey, nous devons revenir sur ça tout à l'heure, du royaume du Dahomey, elle fait partie, elle est la seule femme qui a gouverné, qui a dirigé, et qui a compris que à un moment donné, les hommes étaient inefficaces sur le champ de la bataille. Donc, elle a révolutionné le monde du combat en matière de guerre, en remplaçant les hommes par la guerre, et l'expérience a donné ses fruits. Donc, Nangodjoy fait partie de ces femmes-là, parce qu'elle s'est retrouvée en Afrique de l'Ouest à travers les traits migratoires, à travers la migration des Yoruba, qui étaient issus des peuples bantous, parce que après la chute, ils étaient revenus dans la région des Grands Lacs, du moins, et les Yoruba ont migré vers le Nigeria pour créer les États d'Ifé et d'Oyo. Donc c'est une Amazone. Donc on ne va pas dire que les spirituels ou bien les initiés ne vont pas aussi souffrir, ils ne vont pas connaître la maladie. D'autant plus qu'il faut qu'il y ait la maladie pour la régénérescence énergétique. Il faut que les gens comprennent. Quand ce corps, en dehors d'être spirituel, d'être sur tête mystique, on fait partie quand même, on appartient tous à cette enveloppe charnelle qu'est le corps physique et qui est le corps des expériences. Et quand on parle d'expérience, ça fait directement allusion à un processus scientifique, à un processus mécanique. Le fait de se déplacer, c'est un acte mécanique. Le fait d'accomplir les actes physiques, c'est un acte mécanique. Donc, comme un moteur de véhicule, qu'il faut vidanger à chaque fois et qu'il faut changer les pièces de rechange à chaque fois, c'est exactement que le corps humain, c'est exactement de la même manière que le corps humain fonctionne. Donc, à un moment donné, il fallait en fait réactualiser certaines pièces de notre corps. Donc, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs avec moi, et c'est exactement la même chose qui s'est passé avec la matriarche Nangoy. Et malheureusement, elle a subi 2 interventions chirurgicales le même jour. Donc, on peut rassurer les uns et les autres qu'elle est déjà encore de bonnes mains et que l'énergie est en train de se régénérer normalement, et comme cela se doit, et que bientôt, nous allons la retrouver, vous allez la retrouver sur les plateaux de Québec Télévision. Déjà même que elle a déjà repris ses activités. La belle preuve, on ira prendre tout à l'heure à l'aéroport, c'est comment dirais-je,
Une participante, ou bien pas même, une étudiante, une participante de Kemet Reconnexion qui fait ses études à côté de la matriarche et qui sera là tout à l'heure pour le même combat. D'autant plus qu'elle-même, déjà dans sa confrérie au niveau de l'afro-descendance, elle est considérée comme une prêtresse. Donc, elle a suggéré que la connaissance qu'elle a eue de l'autre côté ne suffit pas. Il fallait qu'elle revienne à la source s'imprégnée de la connaissance authentique. Donc, elle a choisi le rang des Agodiers. Et aujourd'hui, quand on fouille au Cameroun ici, la seule femme valable d'accomplir la mission efficace des Agodiers, qui a été initiée par la reine Rangbe depuis les années 1600, parce que la reine Agodier a pris le pouvoir en 1640 pour le laisser à ses descendants et autres. Vous voyez un peu. Donc, c'est cette mission de la reine Agodier que la matriarche, si c'était dans les États comme le Bénin, je suis sûr qu'après cette vie existentielle sur terre de la matriarche, on pouvait aussi valablement représenter son monument comme on l'a représenté. On a représenté le monument qui représente toutes les Agodiers de l'humanité au Bénin à la place des Amazones. Le mot Amazon était venu après l'invasion française, après que les Français ne viennent, parce qu'ils ont comparé à cette invention mystique qui a été un mythe des Grecs, de la spiritualité ou bien de la lutte mystique occidentale, des femmes qui étaient tellement vaillantes et fortes et qui n'ont jamais existé, bien sûr, parce qu'il n'y a aucune preuve. Mais aujourd'hui, quand on parle des Amazones, même quand tu parles des Amazones en France, et aux États-Unis, en Allemagne, n'importe où aujourd'hui, on fait directement recours au royaume du Dahomey. Vous voyez un peu, donc, ce qui veut dire que les femmes qui ont effectivement fait ce combat sont en Afrique. Donc, en Afrique, à l'époque, on n'était pas en fait séparés. On a séparé l'Afrique quand? Jusqu'à la veille, ou bien le jour de la conférence de Berlin, après... En 1884. Voilà, donc ça c'est récent. Or, par contre, je parlais du code des Amazones qui a existé avec la reine Tassi Rangbe, qui a essayé de moderniser, de scripturer. C'est vrai qu'après elle, il y aura un autre roi qui va encore reconstituer ce corps. Donc ça a existé et elle a fait ses preuves. Donc vous voyez un peu, donc ce qui veut dire que on était toujours antérieur, on a toujours pris l'ascendant sur tous les aspects de la civilisation. Voilà. Donc, on le souhaite justement à travers nos ancêtres que ces ancêtres-là l'accompagnent et la guident dans cette épreuve. Je revenais également sur l'élément qu'on a fait passer à la transition. La bande d'annonce de Kemet Reconnexion. La bande d'annonce de Kemet Reconnexion, bien sûr. Et pour rassurer les uns et les autres que Kemet Reconnexion aura lieu en belle et due forme et que les dates sont connues. C'est à partir du 28 pour ne pas dire 27 parce que déjà le 27, tous les participants doivent venir au village de Kemet Reconnexion sur le site et le 28, ils seront déjà envoyés dans le site d'initiation afin de vite revenir pour les activités spirituelles quotidiennes et tout ce qui suit. Déjà, même la nuit même du 27, il y aura le baptême Kamit. Il y aura d'abord, avant même le baptême Kamit, il y aura la déconnexion pour les gens qui sont restés soudés à l'égrégore d'un autre peuple. Il faut les déconnecter. Il y aura également la reconnexion à l'égrégore ancestral de l'Afrique, accompagné du baptême Kamit que vous allez effectuer. Et le baptême Kamit qui est effectué par les baptisés. Quand on parle des baptisés, ce n'est pas le baptême religieux, le baptême chrétien qui consiste à souder l'énergie des Africains à un autre égrégore étranger. Donc, vous êtes déjà un baptisé. C'est moi qui vais les baptiser.
Tout ce qui viendra. Voilà, donc il y a ça, et ce qui va leur permettre de se reconnecter au générateur de l'Afrique pour pouvoir bénéficier des énergies. Et dès le lendemain, dès le 28, ils seront déjà renvoyés dans leur site d'initiation pour une période d'environ de 7 à 10 jours. Ça dépend de l'initiation et ça dépend aussi des grades, parce que parmi l'équipe, il y a des gens qui ont déjà fait Kemet Reconnexion première édition. Ils ne vont plus faire les initiations que les nouveaux. Voilà. Donc, eux autres, ils vont faire les initiations secondaires. Donc, ils seront sur les sites. Donc, et pour dire aussi que la liste d'inscription, elle est toujours d'actualité et ouverte, et que les gens qui n'ont pas pu s'inscrire à cause de certaines raisons, voilà l'occasion que les ancêtres leur ont offert pour qu'ils puissent s'inscrire massivement pour cette expérience. Et je le dis et je reprécise que c'est la seule expérience. C'est pas pour gonfler l'ego, mais je peux dire, on a ici sur les plateaux de Kemet Télévision, on a l'habitude de valoriser ce qui est bon. Quand bien même que ça ne sort pas de l'équipe, je peux dire que c'est la seule initiative qui promet effectivement ce retour à la source où toutes les spiritualités authentiques sont d'actualité. Bien évidemment que pendant cette édition, qui est la deuxième édition bien sûr, il y aura au programme le Mbok, du moins ce qui est l'initiation, qui est une initiation pour les hommes et qui doit les accompagner à devenir des Mbok. Si on attend le nom des Mbok-maçons, les Mbok-piques, les Mbok-madingues, c'est qu'ils ont pris par cette initiation pour atteindre ce niveau. Donc, notre souhait est que nos frères africains, nos frères noirs puissent aussi atteindre ce niveau. Il y aura le Fa, qui est une initiation mixte pour les femmes, et que ce soit aussi pour les hommes. Après l'initiation du Fa, à la seconde initiation, il y aura l'initiation pour être des Bokono, suivre les cours du Bokono et devenir plus tard des Bokono. Les Bokono qui ne veut rien dire que les prêtres du Fa, c'est-à-dire ceux qui s'occupaient depuis l'époque pharaonique de l'art divinatoire. Voilà, il y aura aussi le Mevungu qui fait partie toujours de l'initiation des Amazones, des Agodiers, et pour découvrir les secrets de la nature. Il y aura aussi le Mbon qui sera dirigé par le Tara Asuzo, qui va vous mettre en communication avec la nature. On avait fait une émission la dernière fois sur le langage des végétaux, et c'est à travers cette initiation que les uns et les autres puissent véritablement former, entrer en fusion directe avec la nature végétale de la cosmologie. Voilà. Donc, compte tenu des contraintes indépendantes de notre volonté, Kemet Reconnexion deuxième édition a été décalée du 27 juillet 2025 et ce jusqu'au 11 août 2025. Et comme il a dit tantôt, 4 confréries initiatiques sont inscrites au programme. Il y a le Mbon, il y a le Muvungu, il y a le Fa et il y a le Mbok. Le Mbon, le Muvungu, le Fa et le Mbok. 27 juillet 2025 jusqu'au 11 août 2025. D'ailleurs, nous avions fait une émission là-dessus avant-hier, le mardi. Et dans cette émission, toutes les informations sont données, les numéros de contact également, et les fiches d'inscription à travers lesquelles vous pouvez justement vous inscrire concernant également. Les numéros contact, tous ces numéros ont l'application WhatsApp. Pour les gens de l'autre côté, ils peuvent aussi ne peuvent pas appeler parce que l'appel à l'international est un peu coûteux. Ils peuvent déjà nous contacter, contacter le frère Tot, me contacter à travers l'application WhatsApp qui est présente sur ces numéros. Voilà. D'accord. Avant d'entrer dans le vif du sujet, madame, messieurs, chers téléspectateurs, nous allons davantage prendre la bande d'annonces qui annonce justement le Kemet Reconnexion deuxième édition, et on se retrouve juste derrière pour ouvrir le débat de ce matin. À tout de suite. Kemet Reconnexion, là où les racines du passé nourrissent l'avenir.
Ils sont venus de loin, des terres du monde entier, pour renouer avec les racines, pour revivre l'Afrique, non comme un souvenir, mais comme une force intemporelle. Après le succès retentissant de la première édition, Kemet Reconnexion revient pour une nouvelle immersion au cœur des savoirs et des mystères africains. Du 27 juillet au 11 août 2025, À Yaoundé au Cameroun, rejoignez la deuxième édition de Kemet Reconnexion. Un voyage exceptionnel où chaque jour révèle un héritage sacré, chaque échange nourrit la conscience, chaque geste réveille l'âme. Des maîtres spirituels, des prêtres initiés, des guérisseurs, des chercheurs de vérité, ils seront là pour vous guider, vous enseigner et vous reconnecter à l'essence de la tradition africaine. Plongez dans les initiations ancestrales, vibrez au rythme des tambours et découvrez la spiritualité africaine comme jamais auparavant. Kemet Reconnexion, parce qu'il est temps de réécrire notre histoire et de faire rayonner l'âme africaine. du 27 juillet au 11 août 2025, À Yaoundé au Cameroun, inscrivez-vous dès maintenant pour vivre l'expérience qui changera votre vie. Infoline. Kemet Reconnexion, là où les racines du passé nourrissent l'avenir. Ils sont venus de loin, des terres du monde entier, pour renouer avec les racines, pour revivre l'Afrique, non comme un souvenir, mais comme une force intemporelle. Après le succès retentissant de la première édition, Kemet Reconnexion revient pour une nouvelle immersion au cœur des savoirs et des mystères africains. du 27 juillet au 11 août 2025, À Yaoundé au Cameroun, rejoignez la deuxième édition de Kemet Reconnexion. Un voyage exceptionnel où chaque jour révèle un héritage sacré, chaque échange nourrit la conscience, chaque geste réveille l'âme. Des maîtres spirituels, des prêtres initiés, des guérisseurs, des chercheurs de vérité, ils seront là pour vous guider, vous enseigner et vous reconnecter à l'essence de la tradition africaine. Plongez dans les initiations ancestrales, vibrez au rythme des tambours et découvrez la spiritualité africaine comme jamais auparavant. Kemet Reconnexion, parce qu'il est temps de réécrire notre histoire et de faire rayonner l'âme africaine. du 27 juillet au 11 août 2025, À Yaoundé au Cameroun, inscrivez-vous dès maintenant pour vivre l'expérience qui changera votre vie. Infoline. De retour sur le plateau de Kemet Télévision. Vous êtes sur l'émission à Cannes et la thématique de ce matin, sur la route de l'esclavage au Dahomey. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet de cette thématique, nous allons quand même rendre hommage, puisque nous sommes le 15 mai, ça fait un an, jour pour jour, que le gouvernement du Burkina, à travers le président Ibrahim Traoré, a décidé de décréter une journée pour célébrer les coutumes et les traditions africaines. Nous ne pouvions pas passer sans s'arrêter un temps soit peu sur cette célébration qui est organisée depuis un an déjà du côté du Burkina Faso. C'est l'occasion pour nous de leur rendre hommage. Et, Majesté, alors, par rapport à cet événement, Par rapport à cet événement, on va d'ailleurs voir en image, oui, n'est-ce pas, les éléments, les images de la c'est première édition. une initiative qui mérite d'être louée, encouragée et qui mérite également d'être imitée dans un sens où tous les États africains devraient servir de cet exemple, l'exemple de ce grand homme qui a eu le courage d'accomplir ce deuxième défi qui a été accompli par un président, bien sûr un président que je respecte beaucoup, qui vit encore et qui mérite d'être toujours honoré. Un des anciens présidents de la République du Bénin. Ah, il est encore vivant? Oui, il est encore bien vivant. Nicéphore Dieudonné Sogro, vivant et actif parce qu'il est toujours présent sur les questions de paix, d'harmonie au niveau de la nation béninoise. Il sort même il fait même des déplacements dans d'autres pays voisins toujours pour les questions de paix, de gouvernance et tout. Donc c'est un président qui de son vivant
mérite d'être décoré par toutes les nations du monde parce qu'il a eu le courage de faire ce qu'un dirigeant n'a jamais eu le courage de faire après la colonisation ou bien pendant la colonisation. À un moment donné, il a observé que dans chaque couvent, les gens célébraient les fêtes de fin d'année, de fin de saison dans les couvents que nous appelons les Huitanou. Et pendant ce temps, il y a nos frères afro-descendants qui sortaient, que ce soit de la Martinique, du Cuba, de l'Haïti, du Brésil, du Canada, des États-Unis même. Se remémorer sur les traces de l'esclavage, en l'occurrence au niveau de la Grande Fosse, qui était à l'époque le cimetière des ancêtres, parce qu'ils se disaient que une partie de leur ancêtre, une partie du cas de leur ancêtre est restée dans ces endroits. Et quand il a observé tout ça, il s'est dit que les fêtes que vous pratiquiez dans vos différents couvents et les descentes généralement qui s'effectuaient à une période, il me semble que j'ai l'impression que c'est souvent le 15 mai, bon si je me rappelle bien, mais la date importe peu, où les afro-descendants venaient se ressourcer sur le lieu où le cas de leurs ancêtres se reposait. Pourquoi ne pas en faire un événement international? En 1990, il a pris la décision et effectivement, les années qui ont suivi, il a organisé un grand festival de retrouvailles. Et ça a été la plus grande fête, le plus grand festival du Vaudou à l'époque, qui s'est tenu à Ouidah après la reconstitution matérielle de la route des esclaves, parce que c'est lui qui a mis tout le nécessaire, qui a cherché les financements qu'il faut pour reconstruire la route des esclaves depuis les 4 départements jusqu'à Ouidah, jusqu'à l'embarquement, j'allais dire. Et ça a été un événement grandiose. Après lui, les autres présidents ont fait semblant, et il faut qu'on ait le courage de le dire. Ils ont fait semblant. On a connu des présidents qui ont même ignoré cet événement pendant leur règne. Ils n'ont jamais mis pied là. C'est vrai que Yahya Boni a beaucoup fait pour le Bénin, mais il n'a jamais assisté à une fête de Vaudou. Par contre, Soglo, pendant les 5 ans qu'il avait fait au pouvoir, le président Nicéphore Dieudonné Soglo n'a jamais manqué d'assister à une fête, à un festival international du Vaudou. Après lui, le président Kérékou était arrivé. Et bon, lui, que son cas soit vérifié, il n'est plus. Il n'a jamais assisté à cette conférence. C'est vrai que les subventions qui ont été alliées, que le président Soglo avait décidé qu'on donnait qu'on alloue à la célébration, il n'a jamais raté. Mais lui-même en personne et avec son gouvernement et même le ministre n'a jamais marqué de sa présence. Le ministre des cuisses endogènes de l'époque n'était jamais là. Pourquoi? Parce que on connaît le fonctionnement de nos dirigeants. Ce sont des dirigeants d'abord aliénés, eux-mêmes aliénés, avec les ministres aliénés, qu'on ait le courage de le dire. Et la plupart de ces ministres sont dans les églises, telles que les églises catholiques, l'islam, en l'occurrence la franc-maçonnerie, la Rose-Croix et les Kankas. Donc, leur spiritualité imposée par l'Occident qui les a envoyés en mission ne leur autorisait pas de venir assister à ces genres de festivals. Bon, et avec la chance, le président Talon est arrivé et qui a commencé par accomplir le désir, là où qui a commencé par élever, pas mettre loin ce que le président Soglo a commencé. C'est vrai que tous ces projets, ce sont des projets du président Soglo, parce que la route des esclaves, bien tracée, avec toutes les réalisations, c'était l'œuvre du président Soglo. Comme on le dit souvent, que c'est au bout de l'ancienne code qu'on tisse la nouvelle. Donc il a fait ce grand pas pour commencer, je suis sûr qu'il va finir,
ou bien après lui, les gens qui vont venir vont finir. Et moi, je fais partie de ceux qui disent que tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. Je m'inscris toujours dans cette logique. Tant que ce n'est pas fini véritablement, je dis que rien n'est encore fait. Et qu'ils s'arment toujours de courage pour pouvoir finir ce qu'ils ont commencé. Et je reviens toujours sur le cas du Burkina, que je félicite beaucoup avec à la tête le président. Ce jeune président qui a emboîté le pas. Qui a compris qu'il faut associer la tradition, la culture, la spiritualité de l'Afrique à la gouvernance politique. Et sans ça, l'Afrique ne peut jamais se retrouver. Sans ça, l'Afrique va toujours demeurer dans son marasme. Sans ça, l'Afrique va toujours demeurer cet orphelin. Et lui, il a compris qu'il fallait le faire. Et si j'étais à la place de tous les autres présidents, voilà, nous, on ne peut jamais être président. On ne pouvait jamais être... D'abord, nous n'avons pas les ambitions politiques. Mais si j'étais à la place des autres présidents, j'allais emboîter son pas. Et pourquoi pas l'année prochaine qu'on attende que au Cameroun ici, il y a aussi une journée, ou bien pourquoi pas même en cette journée, et pour qu'on puisse rejoindre ce président, pourquoi pas cette journée, et qu'on fasse aussi la valorisation de la tradition, de la culture et des spiritualités. Le Cameroun vit actuellement dans le multiculturalisme. Quand on vient au Cameroun, combien de spiritualités nous avons ici au Cameroun? C'est vrai, au Bénin, c'est que toutes les spiritualités se sont réunies et ça appartient à une branche, à une seule branche qui est le Vaudou. Ici au Cameroun, nous avons le Mombok, nous avons le Baka, nous avons le Lakam, nous avons le Mbon, nous avons... Je ne peux pas tout citer. Voilà. Pourquoi nos dirigeants ne se levaient pas pour dire que avec toutes ces richesses, on accompagne les projets de ce président et plus tard que tous les Africains puissent lui emboîter le pas. Exactement. Et par rapport à ce phénomène, il y a un grand frère que nous allons beaucoup remercier et on pourrait dire que c'est à cause de son combat, de ce qu'il fait, le combat qu'il mène tous les jours dans son pays, qui a permis à cet événement, le frère Korejo Misia Doumbia du Mali, initiateur justement du mouvement, ou alors de la cérémonie qu'on appelle le Djibon au Mali. Voilà, et qui faisait déjà, avant même cette journée, une fête nationale en ce qui concerne les arts, les cultures, la spiritualité endogène du pays. Justement, on le voit là, voilà, il a adressé un message à la jeunesse africaine hier, et son souhait c'est que le Djibon soit organisé dans tous les pays du monde entier où se trouvent les Noirs africains, les Afro-descendants. Ce sont des gens comme lui qu'on doit célébrer en Afrique. Ce sont des gens comme lui qu'on doit distinguer en Afrique. Et c'est vrai, il y a le frère de combat, le grand frère de combat, Doumbia Fakoli, qui a laissé une histoire en ce qui concerne la renaissance africaine. Et il y a aussi lui qui est de son vivant, qu'on commence par lui faire des distinctions. L'autre n'a pas eu cet honneur pour qu'on puisse l'accompagner. Normalement, si on doit même parler de ceux qui ont vraiment lutté pour la renaissance africaine, et il doit faire partie des premières personnes après Cheikh Anta Diop. Il a beaucoup lutté pour le combat que nous menons actuellement. Donc il devrait être distingué, même son cadavre devrait être distingué. Mais comme l'Afrique, les gouvernants africains, l'Afrique n'a jamais eu ses gouvernants, l'Afrique n'a jamais eu ses présidents, l'Afrique n'a jamais eu ses ministres. Il fallait qu'on envoie les gens en mission pour servir les intérêts de l'Europe. Moi, c'est pourquoi je donne toujours raison à ce président africain qui n'a pas beaucoup fait l'école et qui a qualifié tous les intellectuels africains d'intellectuels tarés. Il a dit que tous les intellectuels africains sont des intellectuels tarés. Et les gens étaient fâchés, on l'insultait, que toi tu n'es pas allé à l'école, que tu t'es arrêté à un petit niveau et tu qualifies les intellectuels de tarés. Il a dit que parce que vous ne comprenez rien. L'État vous donne l'argent, vous créez les écoles, vous faites les enseignements en Afrique, mais quand vous partez, vous étudiez la civilisation d'un autre peuple en Europe et vous venez
piller l'économie de votre pays pour les envoyer. Et quand vous pillez même cette économie, c'est que vous ne construisez pas chez vous. Vous partez domicilier ce montant dans les banques étrangères de ceux qui vous ont ridiculisé. Vous partez acheter les villas, les châteaux, les appartements dans leur pays. Voilà pourquoi vous êtes des intellectuels tarés. Donc, si tous les États, tous les dirigeants africains pouvaient en fait se libérer de cette chaîne d'intellectuels tarés pour pouvoir réfléchir effectivement comme un Africain, comme un Kamite, j'espère que l'Afrique sera effectivement unie selon les vœux de ce grand roi que je nomme le roi Guézo, qui a été un roi du Dahomey, qui a beaucoup fait ses preuves. Toujours dans ce schéma, en ce qui concerne même la thématique d'aujourd'hui, je peux dire que c'est le président Sogro qui, je le disais à l'entame, que c'est lui qui a œuvré pour la matérialisation de la route des esclaves. C'est lui qui a cherché les partenaires, qui a cherché les financements, qui a mis son argent dedans pour qu'on puisse avoir les traces historiques, visuelles, matérielles, physiques de la route des esclaves aujourd'hui au sein du royaume du Dahomey. D'accord, on en reviendra en long et en large tout à l'heure dans le cadre de la thématique. Et donc, Kemet Télévision, par ma voix, rend hommage dans un premier temps à l'ancien président béninois, Dieudonné Néciphore Soglo, qui en son temps était un visionnaire et qui a décrété que tous les 10 janvier sera désormais la fête consacrée, n'est-ce pas, au vaudou. Et également des jeunes présidents comme Ibrahim Traoré lui ont emboîté le pas avec le 15 mai. Nous sommes justement le 15 mai qui est la célébration des coutumes et des traditions au Burkina Faso. Je ne manquerai pas également de rendre un vibrant hommage, il faut le faire quand ils sont encore vivants, aux doyens Kouridjo Missia Doumbia, initiateur de l'événement Djibon au Mali, et ce dernier souhaite justement que cet événement soit organisé dans tous les pays du monde entier pour que tous les Africains qui se trouvent, n'est-ce pas, communient à l'unisson avec tous les Africains, parce que ce n'est pas seulement un événement physique, mais c'est un événement également très spirituel. Donc, hommage à ces grands hommes qui lutte depuis belle lurette pour la renaissance africaine. Alors, Majesté, nous entrons dans le vif du sujet concernant la thématique de ce matin, sur la route de l'esclavage au Dahomey. La première question que je m'en vais te poser est celle de savoir quelle était justement la situation du Dahomey avant l'avènement de la traite négrière. Oui, la situation du royaume du Dahomey. Quand il dit Dahomey, c'est le vrai nom. Les gens peuvent s'étonner parce que après la déformation linguistique, on a commencé par appeler ce royaume Dahomey. Dahomey, c'est une déformation linguistique comme les colons, les Français, les Hollandais, les Portugais, les Allemands ont fait dans la plupart de nos différentes villes en Afrique après le partage de l'Afrique comme un gâteau franc, juste après la conférence de Berlin. C'était en fait le royaume du Dahomey. Le royaume du Dahomey, pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y avait un tyran. L'endroit était habité par les Guédévis, le peuple Guédévi, et qui avait en sa tête un tyran qu'on appelait Dan. Quand il dit Dan, c'est pas la divinité Dan, mais une personne qui s'est fait surnommer Dan parce qu'il se considérait comme la rafale, la tornade qui écrasait tout sur son chemin. D'accord. Donc, il terrorisait les habitants. Il était en fait, c'est lui en fait le petit Dieu sur terre. Les gens étaient obligés de le respecter. C'était lui qui décidait de tout, qui avait le droit de vie et de mort sur chaque citoyen. Maintenant, après la migration des Adja, le peuple Adjatado, quand je parle de l'exemple des Adja Outo qui était venu s'installer à Alada, précisément dans le royaume de Adansa, là où il a éteint sa colère. Et après sa mort, ses enfants ont commencé par vouloir explorer le territoire. Et suite à une dispute où chacun était appelé à aller explorer
en fait, le nouveau continent, le nouveau pays qui les a accueillis. Donc, il y a un de ses fils qui s'est dirigé vers... Et l'autre vers Porto-Novo sous le nom de Sosérigbe, qui deviendra le premier roi du Porto-Novo sous le nom de Teagbanli, parce qu'il était un homme de grand, il était un homme grand de taille, avec des jambes longues. Il était imposant. Et d'ailleurs, je rappelle en passant que à l'époque, tous les princes de l'Afrique étaient des soldats, des vaillants, des lutteurs, des hommes forts, de grands guerriers. Donc il était comme ça, arrivé là-bas, sur la terre de Adjache, il a baptisé Khogboun parce que c'était lui qui a fait la première grande muraille à travers la peau d'antilope. Et on le comparait à l'époque à la force de l'antilope, tel qu'il était agile, rapide et tout. Donc on l'a surnommé plus tard Te Agbanli, son vrai nom était Sosérigbe. Et son autre frère, il y a un frère qui était resté à Lada, qui créa plus tard le royaume d'Alada, l'autre qui a pris la direction du Zou et qui est parti se retrouver chez les Guédevi dans le Zou, un territoire qui était déjà habité par les Guédevi, les derniers dont je parlais. Et les Guédevi étaient dirigés par Dan, le tyran dont je parlais tout à l'heure. Et quand il était venu, l'hospitalité africaine exigeait qu'on donnait une portion de terre à tous les étrangers. Et c'est ce qui nous a basculé dans les grands dans tout ce qu'on a subi, esclavage, colonisation et autres. Voilà les deux grands événements, esclavage et colonisation, et même aujourd'hui le néocolonialisme. Voilà. Donc, il a demandé une portion de terre, comme la coutume l'exigeait, on devrait lui donner une portion de terre pour qu'il s'installe avec sa famille. Et le roi lui a donné une petite portion où il ne pouvait même pas se coucher lui seul. Il a dit, mais tu te moques de moi. Pas le roi, il n'était pas roi parce que c'était pas en fait un royaume, c'était un peuple où quelqu'un s'est érigé en dirigeant tyran à l'époque. Mais tu te moques de moi. J'ai demandé une portion de terre. L'histoire s'est passée dans les années 1640, pas 1640, dans les années 1000, en tout cas 1410 à l'époque. Et il a dit, mais tu te moques de moi. Je vais une portion pour m'installer et installer ma famille. Et Dan a dit à ses envoyés d'aller lui dire que ce que tu demandes, non, c'est impossible. Si tu veux construire, alors viens construire dans mon ventre. Une façon de se moquer de lui, de dire qu'on ne t'accepte pas ici. Et il a dit au messager de Dan, allez lui dire que je viendrai construire alors dans ton ventre. Donc pour libérer le peuple Guédevi de cette soumission de la tyrannie, il a commencé par vouloir capturer dans un combat vraiment effrayant, dans une lutte acharnée, il a pu l'atteindre. Dan, qui était le grand tyran, qui avait déjà cette vision. En fait, quand on regarde même la lignée de Dan, de la lignée en fait de ceux que nous appelons les Feladja, qui étaient en fait, qui n'étaient pas en quelque sorte trop les Africains, mais qui étaient venus selon le métissage depuis l'époque pharaonique. Donc il n'avait pas dans son sang la vision du monde africaine. Donc lui, il a dit que comme on est revenu, on doit réinstaller en fait le royaume ancestral, le royaume tel que cela se comportait depuis l'époque pharaonique. Et quand il a pu avoir dans le premier piquet qui a servi à construire le royaume, on a enfoncé ça dans son ventre. Le ventre dedans. Voilà pourquoi il a dit que dans ton ventre, j'ai construit ce royaume. Voilà pourquoi ça a pris le nom dans le ventre de Dan. Dan Homé. Dans le ventre de Dan. Dan Homé veut dire dans le ventre de Dan. Donc quand il a fini de faire ça, le royaume du Dan Homé a commencé par voir le jour avec Douaklin, Takodonu,
tous ceux-là qui étaient venus. Mais ça a pris véritablement essor à partir du roi Wegbadia, que beaucoup de gens appellent le véritable fondateur du royaume du Dahomey. Le roi Wegbadia a pris le trône dans les années 1640 et il a fini par laisser le trône en 1711 au roi Agadia. Mais à l'époque, avant même Agadia, le royaume du Dahomey était organisé d'une façon moderne, comme ce que nous voyons dans les gouvernements. Justement, sur le plan de l'organisation politique, économique, bref, étatique. Oui, tout était bien organisé, tout était bien structuré. Avec un gouvernement. Avec un gouvernement, bien évidemment. Un gouvernement, le peuple vivait dans la paix, la quiétude totale. Il n'y avait pas de guerre, il n'y avait pas... Et on n'avait pas encore connu l'esclavage. Ce qu'on produisait était à la disposition du peuple. Les ressources du peuple étaient à la disposition du peuple. Tout était bien organisé. Il y a le roi qui coordonnait tout, mais à côté du roi, comme à côté de tous les présidents de la République, je peux dire que le modèle du gouvernement a été triché et copié, mal copié à partir de ce système de gouvernance. Donc, c'est-à-dire on avait le Premier ministre, bien sûr, on avait à l'époque le roi. Après le roi, on avait le Méou qui était l'intendant du royaume. L'intendant du royaume et en même temps le régisseur du prison. C'était lui. Quand on parlait de prison, c'était pas comme les prisons modernes aujourd'hui. Il y avait effectivement une administration pénitentiaire, mais c'était en fait pour amener en fait les prisonniers de guerre à l'insertion sociale. Et les prisonniers de guerre des royaumes voisins qui venaient dans ce royaume qui était tellement florissant, qui prospérait, ils venaient les attaquer, voler, faire les trucs. Donc, à l'époque, ils étaient obligés de créer un centre d'éducation. Dans la prison était plutôt éducative. Voilà. Et quand on prenait un prisonnier de guerre, c'était qu'il aille à la prison apprendre soit la vannerie, l'agriculture, la poterie, et le tissage et tout ça. Et quand on voit qu'il est déjà bien formé, et il a pris conscience, on le faisait sortir, on lui donnait une portion de terre, on lui donnait une femme, il commence par faire ses enfants, fonder sa famille et vivre selon les normes de ce royaume. Donc c'était le Méou qui était à la tête de l'intendance du palais. Après le Méou, il y a le Migan. Le Migan qui était considéré comme le premier ministre et qui était en même temps le justicier du roi. C'était lui. Donc ce qui veut dire, quand on dit qu'il était le justicier de la cour royale, le justicier du roi, c'était comme si à l'époque on pouvait assigner même le roi en justice. Et c'est vrai, ça se faisait à travers le conseil des sages. Quand on voyait que le roi voulait prendre une décision qui n'arrangeait pas le peuple, on l'appelait à la cour royale où on le questionnait avec le conseil des sages. Et ce conseil des sages était constitué des ministres dont je suis en train de parler. Après, il y a le Gaou qui est le premier ministre de la guerre. Le Gaou qui est le premier ministre de la guerre. Un peu comme le chef d'état-major. Voilà, exactement. Qui s'occupait de tout ce qui était guerre parce qu'on était tellement envahi par les royaumes voisins. Parce qu'ils voyaient comment on florissait, comment ce royaume, le royaume du Dahomey se développait. Et dans l'histoire des royaumes de l'Afrique, on ne peut jamais bannir l'histoire du royaume du Dahomey. Ça a fait ses preuves et c'est resté calé. C'est un truc qu'on doit même enseigner dans toute l'histoire. C'est vrai que ça a été retiré de l'histoire à cause de la rencontre des colons français qui n'ont pas pu s'en sortir comme ils le faisaient dans les autres peuples sous le règne du roi Béhanzin. Ça a fait que, comme l'école coloniale en Afrique francophone, ce sont eux, ils ont tout fait pour balayer ça. Je vois qu'aujourd'hui, c'est en train de revenir un peu dans l'histoire. Donc, il y a aussi le Kpossou qui est le ministre adjoint de la guerre. Parce qu'il faut l'intégrité territoriale. Il faut une armée pour protéger le territoire. Et dans cette armée, il y a les soldats qui sont des hommes. Il y a aussi les soldats qui sont les femmes. Et les soldats femmes
ont été initiés, comme je le disais, à l'entame par la reine Tassi Hangbe. On ne s'était pas trop aussi discipliné et structuré. Il fallait attendre l'arrivée du roi Gezo pour mieux réorganiser le corps des Amazones. Donc après, il y a Adjao, qui est le procureur du roi. C'est-à-dire que quand on assigne le roi même en justice, le Adjao était comme l'avocat défenseur du roi et qui venait défendre le roi. Et au même moment, il était le chef de la police et de la protection des mœurs. Donc à l'époque, une fille ne peut pas s'habiller n'importe comment. Une fille doit, à un âge, doit aller au couvent, apprendre l'art culinaire, l'art conjugal, parce que tout cela s'apprenait au couvent. Donc, il y avait tout un ministère qui était chargé de cette éducation des jeunes femmes. Comme on parle aujourd'hui du ministère de la famille, et de ceci et de cela. Et de la promotion. On peut dire que c'est dans ce système qui se sont inspirés en fait de ces différents postes. Et pour finir, il y a le Tokpo, qui était le ministre de l'Agriculture, parce que à l'époque, l'agriculture occupait une place de choix dans le royaume du Dahomey. Dans le royaume du Dahomey, l'agriculture occupait une place de choix, en dehors des autres activités que je vais citer tout à l'heure, parce que le Dahomey, à l'époque, le Dahomey, quand je parle du Dahomey, je parle du Bénin actuel. Voilà. Le Dahomey a eu la chance d'avoir la présence d'une des grandes présences de la nature, qui est la vallée de l'Ouémé. La vallée de l'Ouémé est la deuxième vallée la plus riche du monde après le Nil. Ce qui veut dire que le Créateur a tellement béni l'Afrique que toutes les richesses potentielles de l'Afrique se retrouvent. Parce que même le Nil est toujours en Afrique. Voilà, voilà. Donc, et seul le royaume le royaume, seul la vallée de l'Ouémé a la possibilité de nourrir elle seule toute l'Afrique en matière de vivrier. C'est une vallée où la terre est fertile 12 mois sur 12, 365 jours sur 365 jours, on peut pratiquer les activités agricoles. D'ailleurs, quand vous jetez le maïs, vous revenez, vous allez voir. Que le maïs a poussé. Le haricot, ça a poussé. Donc, tout est fertile à cet endroit. Et ça se retrouvait dans ce royaume. Donc, il y a de quoi pour qu'on puisse nourrir toute l'Afrique. Donc, en ce moment, le royaume n'avait pas. La population ne connaissait pas ce qu'on appelait la famine, la disette, et le chômage, et tout ce que nous voyons aujourd'hui. Les mots qui minent l'Afrique aujourd'hui. Parce qu'on vivait en harmonie avec ce système de gouvernance politique et qui mettait en fait en relief tout ce que nous avons. C'est que notre développement était basé sur la vision du monde que nos ancêtres pharaoniques pratiquaient. Le communautarisme. Voilà, le communautarisme. Ça faisait qu'on ne souffrait de rien. On n'avait pas faim. On était enviés par d'autres territoires. C'est parce qu'on était enviés qu'ils étaient venus. Si ce qu'on avait, ils les avaient chez eux, ils ne seraient jamais venir chez nous. Voilà. Donc, en dehors de ça, on pratiquait aussi la pêche à travers la vallée, les différents fleuves fertiles qui disposent d'assez de poissons. Quand je pars chez moi au Bénin, on m'accueille avec de gros poissons. Il y en a tous les jours. Donc je ne comprends pas pourquoi cette paresse a vu le jour au Bénin où il y a de ces petits-enfants qui ne veulent pas travailler, qui ne veulent rien faire et qui veulent profiter sur le dos des gens, alors que la nature nous a déjà tout donné. Donc on pratiquait aussi la forge qui était l'apanage des Tosso, les Tosso qui étaient sortis du peuple Yoruba pour venir apprendre la forge à la famille Huntonji du palais royal. Parce que depuis l'époque pharaonique, notre attribut, c'est la manipulation du fer. Je rappelle que tu es un roi Tosso. Voilà, tu comprends bien. Donc la manipulation du fer, la fabrication des outils de guerre champêtres tels que les outils de guerre, les flèches, les lances, tous les arcs, les boucliers, les casques. Voilà, c'était nous qui, aujourd'hui, quand vous voyez de casques dans l'armée, peu importe le pays, comprenez que c'était les Tosso qui ont initié ça depuis l'époque pharaonique. Et les travaux champêtres tels que les râteaux, les charrues, depuis l'époque pharaonique, on en produisait, on a commencé par enseigner. Les Tosso ont du moins commencé par enseigner ça au peuple
aux habitants du royaume du Dahomey, en l'occurrence les Runtondji, et maintenant les attributs des royaumes tels que les pelles, les colliers, les bracelets, les couronnes du roi qui étaient fabriqués avec l'or, le diamant, le bronze et tout ça. Jusqu'au point où depuis l'époque pharaonique, les Tosso étaient considérés comme des rois. C'est-à-dire que ils étaient gratifiés. Ils ne se prosternaient pas devant les têtes couronnées, devant les rois. Parce qu'on se disait qu'un peuple qui a su valoriser, on peut dire que ce sont eux qui ont donné la plus grande valeur qualitative à l'Afrique. Parce que l'Afrique a véritablement pris son essor à partir de la découverte du fer. C'est la découverte du fer qui a créé tout ce qu'on raconte après, que ce soit la révolution industrielle tout récemment chez les Occidentaux. Voilà. Donc, ceux qui ont, je le rappelle, la majorité des pharaons sortaient aussi beaucoup plus du rayon des Tosso. La belle preuve, jusqu'à un passé récent, dans l'époque pharaonique, la dague que le pharaon Toutankhamon utilisait était forgée avec un fer que seuls les Tosso avaient le pouvoir d'aller puiser ce fer sur les astres. Mais comme ils n'ont pas pu élaborer la théorie qui permettait aux forgerons de l'époque d'aller prendre ce minéral pour pouvoir, ce métal du moins, pour former l'âme, ils ont dit que le fer là est sorti des météorites et qui étaient tombés il y a de cela telle année, et c'est ça qu'ils ont récupéré pour forger où sont alors les autres fragments de ce fer. Donc on a le pouvoir de chercher le fer, de chercher le fer, peu importe l'endroit où il se trouve. Donc en dehors de cette activité, on faisait aussi dans la société, la vie harmonieuse de la société, on faisait aussi les tissages, parce que on avait comme principale activité l'agriculture. On produisait en masse le coton, et qui était traité sur place. C'est pas aujourd'hui que on pas traiter le coton en Occident. Le coton était traité sur place, où on obtenait les fibres de coton pour pouvoir tisser les habits en coton que nous portions à l'époque, tels que le bogolan qui coûte aujourd'hui très cher en Afrique de l'Ouest, et tous les habits, les habits que les rois utilisent aujourd'hui pour s'habiller. Voilà comme ça que... Il faut dire que jusqu'à aujourd'hui, quand même, le Bénin reste une des marques déposées en termes d'industrie textile en Afrique. Voilà, voilà. Donc, c'était depuis l'époque de nos anciens rois. Et ça s'observe aujourd'hui avec la pluralité des pagnes de valeur qu'on observe aujourd'hui au Bénin. Mais malheureusement, les gouvernants actuels ne font pas trop la promotion de cette richesse que le Bénin dispose, parce que la majorité du coton du Bénin est vendu à l'étranger. Avec quel prix? Parce que ce coton est même placé sous l'ajustement structurel. Mais c'est malheureux, dommage. Voilà, au XXIe siècle, un pays comme le Cameroun importe encore du poisson. Nous manquons d'électricité, alors qu'un pays comme la RDC, à travers le barrage d'Inga, peut électrifier tout le continent africain. Et la RDC en a comme ça là 7 barrages. Même à travers ce système de gouvernance, le Cameroun seul peut nourrir toute l'Afrique. Voilà. On dit que le Bénin seul peut nourrir toute l'Afrique, quand bien que le Bénin n'a pas de ressources de sous-sol. Venez au Cameroun. Qu'est-ce qu'on n'a pas au Cameroun? L'or, le pétrole, le diamant, le charbon, le bois. On a tout au Cameroun. La bauxite, le fer. Voilà. Et le Cameroun n'arrive pas à se nourrir. Pourquoi? Depuis qu'on a laissé ce système de gouvernance pour adopter le système de gouvernance que nous appelons la démocratie, qui n'est même pas une vision politique africaine. Et la démocratie, en fait, cela se pratiquait parce que les dirigeants, le conseil des sages, les ministres dont je venais de parler, à l'époque, quand il y a un grand problème, tout se débattait à Djalalassa. À Djalalassa, qu'on appelle le grand conseil, qui faisait appel à tout le peuple, où on partageait tout. Voilà. Même si c'est le roi, quand il a un problème, on partageait tous les problèmes au niveau de la grande assemblée générale. Aujourd'hui, quand que nous avons
nos élus locaux, les députés qui partent à l'Assemblée très rarement. Il y a des députés qui partent même à l'Assemblée une fois tous les 3 mois, ou bien qui ne partent même pas. Ou bien quand ils vont, et quand ils partent du moins, quand ils vont du moins, c'est pour aller dormir à l'Assemblée. Ils ne savent même pas de quoi on a battu. Et applaudir oui, quand applaudir on entend seulement. Combien de députés viennent rendre compte à la base, à leur base, qui les a envoyés là-bas? Combien C'est une fois. Lorsque les élections sont proches. Voilà. Combien de sénateurs au Cameroun partent à la base? Combien de ministres? On parle de ministre de l'Agriculture. Le ministre de l'Agriculture, il faut lui demander les saisons même de l'année pour voir s'il peut les citer. Donc, vous voyez, donc, il y a cette question d'usurpation, d'amateurisme, ou bien de placer l'homme qu'il ne faut pas à la place qu'il ne faut pas, qui mine en fait nos différents pays africains. D'accord. Voilà, Majesté, nous allons poursuivre. Ça fait, nous sommes déjà 1 heure d'émission. Alors, quels sont les facteurs qui ont conduit le Dahomey à entrer massivement dans la traite négrière? Oui, je vois que nous sommes en train d'aller en profondeur en ce qui concerne la thématique. En ce qui concerne la thématique. Bon, les facteurs, ils sont vraiment énormes et douloureux. Parce que tout ça la relève beaucoup plus de la manipulation. Tout a commencé le jour où le roi passait, qui était en dehors du royaume du Dahomey, le grand royaume. Il y avait des villages, des agglomérations qui étaient considérées comme des sous-royaumes et qui sont devenus des royaumes plus tard. C'est en ce moment qu'on pourrait parler du royaume de Savè, du royaume de Savi, du royaume de Ouida, qui a donné naissance, du moins, à tous ces royaumes. Qui étaient tous dépendants du grand royaume du Dahomey. Oui, le royaume de Porto-Novo, le royaume de Kétou, mais tous ces royaumes étaient dépendants du royaume du Dahomey. Donc, mais le royaume de Savi, le roi de Savi qu'on appelait Passé, le roi Passé, qui a envoyé son ministre de l'Agriculture, à l'époque, celui qu'on appelait Paternon, aller superviser les travaux champêtres à Guélékoué. Guélékoué, jusqu'à ce jour, le nom réel de Ouida s'appelle Guélékoué, c'est parce que Ouida plus tard a été peuplé par les Ouida. Et quand on dit Ouida, les colons n'arrivaient pas à prononcer correctement le Ouida. Donc ils ont commencé par dire Ouida, Ouida, comme ils ont déformé Dahomey à la Dahomey, n'arrivant pas à prononcer Dahomey, ils disent Dahomey, donc c'est devenu plus tard Dahomey. Il en est de même pour beaucoup de grandes villes en Afrique. Yaoundé ne s'appelait pas Yaoundé. Donc même chose dans beaucoup d'autres villes. Donc Paterno était allé au champ après les travaux. Il est parti se rafraîchir avec son équipe à la plage, qui n'était pas loin de la forêt, du champ même qu'on appelait Guélékoué, là où il y avait la maison du champ du roi. À l'époque, même jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de nos cultivateurs ou bien de nos agricoles qui construisent des maisons ou bien des appartements dans les champs. Et on se repose, on prend l'air quand il y a trop de soleil. Exactement. Donc c'était comme ça qu'on appelait là-bas Guélékoué. Donc il était parti se rafraîchir à la plage. Et ça coïncidait avec l'arrivée des premiers esclavagistes. C'est vrai qu'ils étaient venus explorer déjà le territoire à l'insu de tout le monde, sachant qu'ici, il y a des bras valides. Donc ils étaient partis venir peut-être en force, mais le jour-là, Paterno, on les considérait comme des monstres. Bien évidemment, ils sont des monstres. Parce que pour lui, il ne pouvait pas y avoir un humain en dehors de la race noire. Bon, voyant cette race, il a été étonné. Donc, ce sont des monstres, des gens malades. Et effectivement, il a eu raison. Plus tard, on a su que ces gens-là sont des monstres sanguinaires, malades. Donc, il les a capturés. Vous êtes venus faire quoi? Il les a tous amenés vers le roi de Savi à l'époque, le roi Passé, et qui a été un peu hostile, méfiant. Mais tu les connais, ils ont commencé par infiltrer le peuple, le conseil des sages, les femmes du roi, qui plus tard ont convaincu le roi de faire en fait appel à l'hospitalité
légendaire dont disposait le peuple africain. Que nous ne chassons pas les étrangers, on leur trouve toujours de place. Donc on leur a donné une place à Ouida pour faire les choses qui les ont amenés à l'époque. Et pendant ce temps, ils formataient des cours derrière le roi. Ils ont tout fait pour diviser sa cour. À la fin, ils ont tout fait pour convertir le roi, manipuler le roi et qu'il accepte ce qu'ils sont venus demander. C'est ainsi que le roi sa vie dans les années 1700, 11. Oui, non, pas 1700, avec le roi, je crois bien, Rwebaya, les a accompagnés au palais. Rwebaya n'était pas d'accord, mais il les a quand même acceptés par rapport à l'hospitalité. Donc ils étaient restés. Pendant ce temps, ils travaillaient derrière, et il y avait les missionnaires, ils installaient leur armée, les forts. Ils ont commencé par construire les différents forts au Bénin, tels que le fort hollandais, le fort français, le fort portugais. Exactement. Ils ont installé tout le système, tout le dispositif militaire. Et quand Agadja a été arrivé en 1711, ils avaient réussi à infiltrer non seulement la société, mais aussi les tendances spirituelles, le courant vaudou. Donc, ils ont compris beaucoup de secrets, ce qu'il faut faire pour anéantir certaines divinités, ce qu'il faut faire pour anéantir la force du roi. Et donc, il y a des rois ici à qui on a jeté des œufs à la place des... On a remplacé les âmes par les œufs pour pouvoir l'anéantir. C'était toujours le même système. Le roi Béanzin, voilà. On ne pas le nommer. Donc, et leurs soldats ont commencé par livrer une guerre infernale à la population. Le roi Agadja ne pouvant pas avoir un autre choix, était obligé pour libérer, en fait protéger en partie sa population, était obligé de signer le premier traité de l'esclavage qui était en fait, ce traité-là était pour la vente des prisonniers. Parce que la prison de l'époque, c'était pour les prisonniers de guerre qui étaient convertis en ouvriers agricoles. Après, ils obtenaient leur libération et indépendance. On leur donnait de femmes et de portions de guerre. On les insérait dans la société. Donc, ils ont tout fait pour convaincre ce roi à ce qu'il commence par leur vendre les prisonniers de guerre. Donc, Agadja a commencé par leur laisser les prisonniers de guerre en retour pour qu'ils viennent donner les produits que nous n'avons pas. Donc, ils venaient... D'abord, il a été trahi, il venait avec les pacotilles, les miroirs, les briquettes. Vous allez voir que dans les premiers royaumes, un peu partout en Afrique, on a utilisé les briquettes en terre bâtie qu'on fabriquait en Portugal à l'époque pour venir construire un petit truc dans les royaumes. Donc, il était tombé dedans. Mais avec le temps, comme ils ont commencé par gagner le territoire, ils ont commencé par infiltrer non seulement le conseil des sages, mais aussi une partie des dirigeants de l'armée locale. Et ceux-là se sont érigés, se sont devenus des contremaîtres et qui accompagnaient les militaires dans les villages, dans les champs et autres pour ramasser maintenant les habitants. Parce que le nombre des prisonniers de guerre ne correspondait plus à la demande par rapport aux différents champs de canne à sucre, de coton et autres. Voilà comme ça que le phénomène était entré dans le royaume de l'Afrique et ça a perduré pendant environ 200 ans. Depuis Agadja, à partir de 1711 jusqu'à 1718, parce que quand Guézo était venu, bon, les autres rois étaient venus avant Guézo, mais ils étaient obligés de s'accommoder à la tradition, parce que c'était ce qui se pratiquait à l'époque. Donc, ils n'avaient plus le choix, parce qu'ils venaient toujours dans ce même phénomène. Donc, eux autres, ils ont cru que c'était un truc normal, il fallait vendre les gens. Donc, toujours de manipulation en manipulation. Les rois tels que Tegbessou, Pengla, Agonglo, Adanozan. Mais à l'arrivée de Adanozan, le phénomène a un peu diminué. Lui, il a dit pourquoi nous allons vendre nos semblables comme on les esclaves et qu'on les utilise comme des animaux. Ils ne sont pas des taureaux ni des bœufs. Parce qu'à l'époque,
on utilisait les charrues qu'on plaçait derrière les bœufs pour cultiver. Mais il partait faire quoi là-bas? Non, 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 on n'est pas d'accord. Et le roi, son successeur, était un vraiment pro-esclavagiste. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la maman de la mère de son successeur, il a vendu en esclavage pour dire que il faudrait que tes autres frères qui sont en vie, tes autres sœurs qui sont en vie, ressentent la douleur que les autres ont senti quand on vendait les enfants en esclavage. Ça a fait que, parce que la vérité a été bannie, et l'histoire qu'on enseigne à l'école aujourd'hui, c'est le français, le colon, l'Occident. En Afrique francophone, c'est le français qui l'a écrit. Donc on l'a régné de la succession des rois du Dahomey. D'accord. On l'a régné. Donc après lui, il y a le roi Guézo qui était venu, et c'est à partir de son règne que l'esclavage a commencé par voir ses fins, parce que lui, il a dit que bien, au lieu qu'on vous vende les humains, pourquoi ne pas trouver une autre approche? D'accord. Maintenant, sur le plan pratique, comment était organisée la capture des esclaves au sein du royaume d'Dahomey? Voilà, ça revient véritablement sur la thématique. La capture jusqu'à l'embarquement, c'est ce que nous appelons la route des esclaves. Et la route des esclaves regroupe beaucoup de départements. Ce que nous appelons les départements aujourd'hui au Bénin. L'ancien Dahomey, c'est ce qu'on appelle ici au Cameroun les régions. D'accord. Donc, ça regroupait les départements. C'était 4 départements qui étaient vraiment touchés. C'est vrai que dans les autres départements, surtout du côté septentrional, il y avait eu la traite arabe, mais ça n'a pas trop fait du mal au royaume du Dahomey. Et la traite négrière, la transatlantique a ravagé, que ce soit au niveau du côté méditerranéen, mais aussi au niveau du royaume du Dahomey, mais aussi au niveau des États frontaliers. Ça a beaucoup ravagé, ça a beaucoup fait de dommages. Mais ça s'est observé beaucoup plus dans le royaume du Dahomey sur 4 départements, à savoir le Zou, les collines, le plateau, l'Atlantique. Les collines, le Zou parce que c'est dans ça, le Zou, c'était le siège du royaume. C'est dans le Zou qu'on a le palais romain. Le palais romain, qui veut dire qui demeure aujourd'hui le palais, c'est que le siège du royaume du Dahomey, le trône, comme on parle aujourd'hui du palais de Toudi, ou bien au Bénin on parle du palais de Marina, la présidence du royaume du Dahomey, c'était là-bas. Donc des fois, à un moment donné, les rois ont commencé par, avec l'infiltration, les menaces et la manipulation, ils ont commencé par capturer leurs propres habitants et qu'on les regroupait à un lieu qui est devenu aujourd'hui un site touristique qu'on appelle Singodi. C'était là qu'on regroupait les esclaves. Et toujours aussi dans les collines, il y a aussi un autre site qu'on appelle Yaka, précisément dans la zone des centres entre Dassazoumé. Entre Save et Dassazoumé, il y a ce site dans les plateaux Yaketu au niveau de Akaba, Idena, où on regroupait aussi les esclaves. Il y a dans l'Atlantique, il y a Ouida, on va revenir sur le cas de Ouida pour mieux, parce que c'est le centre même des affaires en ce qui concerne la traite négrière. Donc dans les autres endroits, les esclaves qui étaient rassemblés, parce qu'ils allaient dans les brousses, dans les villages, capturer nos bras valides, les ramasser de force en fusion avec certains contremaîtres africains noirs, bien sûr, à qui on a promis beaucoup de choses, qui vont voyager pour aller voir le gouverneur Victor Balo, tel Alfred Dodd ou bien tel ceci. Donc ils se disent qu'ils se sont retrouvés à l'entrée de la porte du paradis, si cela existait véritablement. Parce qu'à côté, ils ont déjà facilité la tâche à travers les missionnaires qui préparaient déjà le chemin, qui disaient que derrière nous, les gens vont venir. Ce sont des sanguinaires, ils ont notre couleur, mais ce sont des animaux. Mais Dieu a dit, si vous juifs,
si vous gifle, ne réagissez sur pas. la joue gauche, donnez la joue droite. Présentez-leur la joue droite. Voilà, ils vont vous piétiner, ils vont faire ceci. Et ils vont vous... Et ceux-là ont tout fait pour démontrer à nos citoyens de l'époque que tout ce qu'ils adoraient en fait comme divinité étaient des démons. Et quand les militaires étaient arrivés, on a commencé par forcer tout le monde à adorer les divinités des Occidentaux. De gré ou de force, tu refuses, on te coupe la main. Parce que à un moment donné, après l'installation des différents forts, les militaires sont devenus beaucoup plus nombreux que les autochtones. Donc, il y avait une guerre déjà que le peuple ne pouvait pas trop supporter. Donc, les rois étaient réduits à cette décision, ils ne pouvaient plus refuser. Vous voyez un peu. Donc, après le rassemblement des esclaves dans sur les différents départements à l'époque, qui étaient aussi à l'époque des royaumes, on les conduisait maintenant vers Ouida. Ceux d'Abomey, du Zou, qui étaient réunis à la place Singbodi, prenaient la route. Je rappelle bien que entre la distance d'Abomey vers Ouida, c'est plus de 100 km. Ceux de Kétou parcouraient plus de 150-160 km. On va d'ailleurs illustrer en image pour voir la représentation voilà. faite au Bénin. Pour revenir, tous ceux-là maintenant venaient à Alada, ils prenaient, il y en a qui venaient à Alada, voilà, et voilà le général Alfred Dott qui était en haut là-bas, qui est un négrier, un colon raciste, meurtrier, sanguinaire, barbare, cannibale. Cannibale? Oui, parce que celui qui cannibale et même vampire, celui qui aime le sang et qui est content quand il y a le sang, celui-là, on ne peut que... Et qu'est-ce qu'ils avaient même aussi fait pour beaucoup pouvoir pénétrer le royaume du Dahomey? Comme le royaume du Dahomey était tellement florissant à l'époque, avec l'aide de ces sanguinaires que vous voyez, ils se sont alliés au royaume ennemi du royaume du Dahomey, tels que les Oyo, les Ifè et autres, pour pouvoir leur livrer la guerre. Or, ceux-là étaient des frères à l'avant. Donc, c'était toujours eux qui étaient venus et qui ont réussi à les diviser, d'après leur première présence au Bénin. Donc, on ne savait pas qu'ils avaient déjà en tête de pratiquer, qu'ils avaient un projet esclavagiste à l'époque. Donc, nous allons voir l'image justement de la représentation des esclaves sur les kilomètres. On convoyait les esclaves des différents départements vers Ouida. Il y en a qui traversaient la zone de Paou, il y en a qui traversaient la zone de Komé, ceux qui sortaient du Togo, du Ghana, et autres traversaient la zone de Komé pour venir dans la zone qui vous venir à Ouida, parce que Ouida était le centre. Ceux qui quittaient Kétou Porte-Novo, qui était à l'époque à Djatché, quittaient et ils prenaient par Paou et Godomé Paou, Calavi Godomé Paou pour venir à Ouida. Arrivé à Ouida, on les regroupait au niveau de la place Tchacha. L'image où nous avons les boules en parallèle là, l'image. On les regroupait au niveau de la place Tchacha. Qui était à l'époque le marché des esclaves. La place Tchacha était le centre des affaires et le grand marché des esclaves. Les autres partaient capturer les esclaves, en retour donnaient les pacotis, des objets qui ne servaient à rien. Mais quand ils revenaient, c'est comme le processus des gens que nous appelons ici les Bayam Salam. Qui partent en brousse chercher les marchandises pour venir les vendre en ville. En ville, dans les marchés. Donc, eux autres, ils partaient dans les brousses, dans les royaumes éloignés, prenaient les esclaves, les ramassaient de force, ils venaient maintenant dans ce marché, les exposer comme on les articles, comme on expose les articles dans les marchés. Vous voyez là, il y a les boules. Ces boules représentent, chaque boule représente un esclave. Et ces boules représentent comment on installait les esclaves dans les marchés. On les alignait exactement de la sorte, assis au sol, attachés, ligotés, mains, pieds. Et ils étaient là, on les alignait et les esclavagistes maintenant, les acheteurs d'esclaves viennent maintenant dans ce marché, comme un marché normal. Et on mettait même les menottes dans la bouche. Dans la bouche, on va voir ça.
dans les autres places qui vont venir. Ils venaient maintenant, ils font le tri. Ah, je regarde tel, c'est tel qui m'intéresse, c'est tel qui m'intéresse. Tu fais ton tri, tu achètes. L'autre aussi fait ses tri, il achète. Comme les condiments, comme la tomate, comme le mouton qu'on achète au marché. Quand tu veux acheter le mouton, on vérifie son poids, on tamponne, on ouvre sa bouche, on ouvre ses oreilles pour voir les esclaves qui sont nos parents. Qui sont bien portants, forts. Ce qui est bizarre. Et ce sont ces mêmes gens-là qui sont venus nous parler de Dieu, qui sont nous parler de la Bible, qui sont venus nous parler de la religion. Ces mêmes gens viennent nous parler de ces gens. Et nous acceptons leurs croyances. La Bible et la religion étaient arrivées pour ses fins. Revenez sur les boules. Il y a des choses qu'on doit encore se dire là-bas. Donc, ils étaient venus favoriser, faciliter la tâche aux esclavagistes pour qu'on puisse traîner. Ils marchaient sans nourriture, en parcourant des kilomètres pour venir dans le marché des esclaves, là où on vend les humains comme des animaux. On les tapait. Ceux qui résistaient même sur place là étaient tués, frappés jusqu'à mort. Le sang coulait, on coupait les mains des gens. Voilà pourquoi à côté vous allez trouver des murs en couleur ocre pour matérialiser, symboliser la couleur du sang. Parce que le sang mélangé avec la poussière donne la couleur ocre. Donc, ils étaient chosifiés. Même l'insecte, aujourd'hui, tu vois chez eux, même depuis l'époque chez eux, on protège les animaux. Espèces protégées, espèces ceci, espèces cela, qu'il ne faut pas tuer, qu'il ne faut pas. Mais ils venaient tuer nos parents, les réduisaient en esclavage. Et quand on finit de faire le tri, quand c'est Gonçalves qui a acheté 10 esclaves, il fallait que Gonçalves marque son initiale sur le corps de ses esclaves. Si c'est Francisco, il fallait que Francisco marque son initiale sur le corps des esclaves. Le fait qu'on avait chauffé au feu. Si c'est que on marquait la peau. Oh, c'était douloureux. Donc maintenant, quand tu choisissais, comment on les marquait? On mettait il y a les lettres de l'alphabet sur tous les faits. En ce qui concerne les différents noms. Il y avait un grand feu qui était allumé où on trempait les faits. Et ça devenait rouge. Tu venais avec tes animaux, nos ancêtres qui étaient les animaux qu'il faut marquer, comme on marquait les chevaux. Aujourd'hui, même on ne marque plus les chevaux avec le fer. Vous voyez un peu, on sortait le fer qui est chaud comme ça. Sur les femmes sont marquées à la poitrine. Avec l'initiale du nom de l'acheteur. Les hommes sont marqués au dos. Et c'était comme ça que la souffrance commence. Et quand on les a achetés comme ça, le rituel commence. Pour pouvoir effacer leur mémoire, il y a l'arbre du non-retour. J'emploie la régie qui nous envoie l'arbre du non-retour. Vous voyez, l'arbre du non-retour, c'est un arbre qui a déjà fait plus de 400 ans. Ça fait partie des millénaires. C'est un arbre millénaire, un arbre sacré. Donc, et à quoi servait l'arbre du non-retour? Donc, en infiltrant nos écoles traditionnelles, ils ont su qu'à travers cet arbre, on peut effacer la mémoire de quelqu'un. Ils ont même infiltré pour nos codes initiatiques pour connaître les véritables codes. Vous voyez un peu. Et autour de cet arbre, les hommes faisaient 9 tours. En faisant 9 tours, tu t'oublies. Voilà pourquoi on appelle l'arbre là l'arbre de l'oubli. Tu oublies ta tradition, ta spiritualité, ta culture, ta famille. Ta famille, tu oublies tout. Tu oublies même que si tu as des enfants. Tu fais 9 tours. Les femmes faisaient 7 tours. Quand ils finissent de faire ces tours, ils deviennent maintenant la propriété du colon qui les a achetés. Voilà pourquoi on ne devrait pas porter ces noms. Les noms du calendrier que nous portons aujourd'hui, ce sont des immatriculations esclavagistes qu'on attribuait à nos ancêtres. Aucun Africain digne du sens, qui a sa conscience élevée, ou bien intact en bonne et due forme, ne doit jamais prendre ces noms. Vous voyez un peu?
Ils venaient nous marquer avec leur nom. On nous appelait, on nous distinguait par leur nom parce qu'on était leur propriété. Et ce qui est pire dans l'affaire, c'est que c'est avec ces noms qu'on nous baptise dans les religions, dans les églises. Nos frères africains viennent sur les plateaux de télévision faire l'apologie de Jésus-Christ et autres. C'est malheureux. C'est vraiment malheureux. C'est malheureux, c'est dommage, c'est malheureux. C'est vraiment, on ne sait pas, c'est inconcevable. Ils ne connaissent pas l'histoire. Ils ne connaissent pas l'histoire. Voilà pourquoi je salue l'initiative du président Soglo qui a encore reconstruit ces sites pour que les Africains puissent partir. Pour se remémorer. Voilà. Comprendre. Vivre, effectivement. La belle preuve, quand tu pars à ces endroits, tu as la chair de poule. C'est qu'il y a une chaleur ou bien un vent qui te pénètre. Et tu sens effectivement que quelque chose s'est passé dans ces endroits-ci. Parce qu'il y a l'âme, il y a le sang de nos ancêtres qui vivent là et qui réclament la vengeance, qui réclament la liberté. Parce que l'Afrique n'est pas libérée. Parce qu'ils sont conscients que c'est à travers ces églises qu'ils ont subi tout ça. Après maintenant, l'achat et le tour autour de l'arbre de non-retour, il faut les diriger vers la case noire, qui est aussi un endroit de torture. Voilà, aujourd'hui, il y a les choses qu'on retrouve actuellement à la case noire. Et à travers l'image que nous voyons, l'image-là, le monument-là, explique qu'il y a beaucoup de gens de toutes les pays, de toutes les nations, on a pris nos bras valides dans toutes les nations. Parce que nous voyons la tête avec les yeux en haut. Les yeux en haut, qui représentent les Kweda. C'est que les autochtones du royaume du Dahomey. En bas, vous avez une tête avec aussi 2 yeux qui symbolisent les Nigérians parce qu'ils sont balafrés. Donc, ce qui montre que les Nigérians aussi étaient aussi de la partie. Parce que jusqu'à un passé récent, beaucoup de Nigérians avaient les balafres. Oui, beaucoup de Yoruba, du Ketu jusqu'au Oyo of Ife, Abe Okuta, Ibadan et autres, tous ceux-là étaient des esclaves. On allait là-bas puiser chez eux. D'ailleurs, les Nigérians étaient les bras valides, les plus costauds. La même quand vous voyez les Igbo, les Biafra aujourd'hui, regardez leur forme, leur présentation. Donc ils avaient la force, on en avait besoin pour aller faire les champs de cacao, du café, de la canne à sucre, du coton là-bas. C'est nous qui avions enrichi ces pays. Quand on parle, on dit que ces pays sont devenus des pays développés. Est-ce qu'ils se sont développés sans l'esclavage? Non. Maintenant, ils ont continué leur développement sans la colonisation. Ils vivent de qui? Aujourd'hui, ces pays. Ils vivent de l'Afrique à travers le néocolonialisme. Et les Africains, au lieu de comprendre que c'est cette église qui a créé tout ça. Je viens maintenant au niveau de la case noire. Donc, c'est ce qui veut dire que tous ceux qu'on abassait, on les regroupait dans une petite case. Il n'y avait pas assez de place. Ça donne même envie de pleurer. Vous voyez la position là, le bonhomme là, il est assis. C'était comme ça qu'on les installait assis, en attendant l'arrivée des navires. Et attachés, les mains liées, les pieds liés, assis. Pendant combien de temps? Pendant 3 mois. Parce que quand les navires viennent les ramasser, partent aux États-Unis. Après les États-Unis, Europe pour revenir, ce qui dessinait le triangle. Donc ça faisait 3 mois. Ils restaient comme ça. Et ils ne pouvaient pas parler, même dire quoi que ce soit, parce qu'on se disait que si on les laissait parler, ils vont élaborer les plans d'évasion. Ils avaient des bouches même attachées. Voilà, les bouches sont menottées. Il y avait les menottes de bouche. Est-ce que vous voyez l'image là? Voilà. C'est le symbolisme de ça. Donc c'est comme ça qu'ils disaient, les mains attachées en arrière à genoux. Parce qu'il n'y avait pas de place. On les entachait comme on met du bétail. Voilà. Et c'était comme ça qu'ils restaient en attendant l'arrivée des navires. Tout ce temps. Et quand on enlevait les menottes, c'était pour les nourrir à travers le pain qui était venu de l'Occident. Le pain
Imagine ici en Afrique, le pain qui a déjà fait 2 jours dehors. Terrassi. C'est rassis, son aspect. Donc le pain qui faisait... Minimum 1 mois. Quel 1 mois, 3 mois? Je disais que les navires revenaient après 3 mois. Donc les pains de 3 mois, on enfilait ça dans leur bouche parce qu'ils refusaient de manger. Ils voulaient seulement se donner la mort parce qu'il y avait trop de souffrance. C'est déplorable. C'est malsain. Vraiment. Quand on voit, normalement, si on était comme des islamistes, c'est que quand on va voir les gens comme ça, on devrait même les poignarder parce qu'ils nous ont fait trop dur. Mais les Africains ne sont pas comme ça. On n'insiste pas les gens à la violence. Mais il faudrait que les gens se rappellent de l'histoire. Que les gens puissent vivre ou bien partager avec nos ancêtres les douleurs, les difficultés, les maltraitances qu'ils avaient traversées. Voilà pourquoi il est vraiment urgent de faire cette émission. D'accord, on récapitule. Après le nombre de kilomètres que les esclaves ont suivis, puisque ils sont allés les chercher dans les villages un peu partout, ils sont arrivés donc... Ils n'arrivaient pas dans les voitures. Hein. Bien sûr. Les colons sont sur les chevaux et les... Comment vous appelez ça? Les charrettes. Les charrettes, voilà. Et les esclaves marchaient attachés. Des centaines de Il y avait les kilomètres. fouets qu'on fouettait les chevaux avec sur leur dos pour qu'ils ne s'arrêtaient pas. Ils marchaient sur 100 km, 150 km, 200 km. Il y avait même des esclaves qui ont transité de l'Afrique centrale pour venir se faire embarquer à Ouida. Imaginez un peu à pied. Et maintenant, après, on les faut arriver sur la place du marché, on les faisait asseoir au sol, dans la poussière. On les fouettait parce qu'il y avait les rebelles. Il y avait le sang qui coulait. On coupait leurs mains. Le sang, c'est pourquoi j'ai parlé de ce mur qui a la couleur du sang. Ocre, oui. Ocre. Après, maintenant, il y a les acheteurs qui venaient et qui parcouraient, manipulaient comme on choisissait les articles au marché. On les achetait. Après l'achat, il faut qu'on fasse le rituel de l'oubli à travers l'arbre de l'oubli. Et les hommes tournaient 9 fois, les femmes 7 fois. Après, maintenant, quand il fallait attendre l'arrivée des navires, on partait, les entassait dans la case noire. Une case sans fenêtre, rien, tout était noir. On les entassait là-bas, assis, comme ça, dans cette position, attachés, les bouches attachées. La bouche attachée pendant une durée de 3 mois, en attendant l'arrivée des navires. Et quand les navires arrivent, pendant ce temps, depuis le marché, il y en avait qui se fatiguaient, qui mouraient, qui n'avaient plus de force et qui tombaient malades. Ce qui est malsain, ce qui est vraiment dangereux. Quand les gens là tombaient malades, on ne leur donnait pas de remède, on ne leur donnait pas de médicaments. Qu'est-ce qu'on faisait? On prenait ceux qui étaient fatigués et qui étaient vraiment malades, aller les déposer au niveau des différents forts. Parce que vous allez au Bénin aujourd'hui, il y a toujours le fort portugais qui est là, il y a le fort français qui est aussi là, à l'entrée, un peu à l'entrée même du début de la route des esclaves à Ouida. Au niveau du fort portugais, tous les alentours du fort portugais, il y avait les fosses à crocodiles pour que les gens ne traversent pas, une manière de protéger les forts. Les gens ne traversent pas l'eau. On a mis les crocodiles dedans parce qu'en voulant traverser, vous allez vous faire dévorer par les crocodiles. Et ils ne nourrissaient pas les crocodiles. Donc, depuis le marché des esclaves, ceux qui étaient fatigués, ceux qui étaient malades et ceux qui mouraient étaient jetés dans les fosses aux crocodiles. Et eux autres, ils mangeaient. Incroyable. Nos humains, nos ancêtres, à qui on faisait ça. C'est pas possible. Et aujourd'hui, ceux-là vont venir nous parler de Dieu. Pendant ce temps, ils nous parlaient de Dieu. Hein? Et ils sont encore revenus nous parler de Dieu. Je vais dire comment ils sont revenus. Avec les missionnaires, là. Avec leurs missionnaires. Les Béninois avaient compris, en temps, on les a chassés après l'abolition de l'esclavage, après le roi Guézo. Mais ils étaient revenus, je vais en parler tout à l'heure. Maintenant, quand on fait le tri, on jetait les autres. Dans la case sacrée, il y en a toujours. La case noire. La case noire, du moins, il y en a ceux qui tombaient malades, qui n'étaient plus forts, les fèvres, on partait les jeter. Et quand les crocodiles étaient rassasiés, le reste, on partait les jeter dans le cimetière
des esclaves. Je voudrais, voilà l'entrée du cimetière. Le cimetière des esclaves. C'était pas clôturé. C'était une brousse où on avait creusé une grande fosse commune avec une profondeur de 10 mètres et une largeur de 6 mètres. Je ne me rappelle plus des dimensions de la longueur. Donc le trou était là. Donc on prenait les fatigués, les malades et autres qui ne pouvaient plus se lever. On les jetait dans ce trou. Ceux qui étaient morts, on les jetait dans ce trou. C'était un trou qu'on ne fermait jamais. Et quand on les jetait, les premiers qui sont en bas pourrissaient. Ils partaient en bas pour qu'il y ait encore de place et qu'on puisse venir encore ajouter les autres quand les crocodiles n'avaient plus faim. Vous voyez, à l'intérieur, il y a un monument qui fait allusion aux esclaves. Donc, vous avez les points rouges que vous voyez là. À côté des points rouges, les points rouges symbolisent le sang. À côté, vous allez voir les têtes en couleur grise qui symbolisaient les esclaves, la manière dont ils étaient entassés au niveau de la case noire. Mais ceux qui ne pouvaient plus continuer, ce sont les rouges qu'on partait jeter, les points rouges, le sang, la couleur du sang, qu'on partait jeter dans la fosse commune qui est le cimetière des esclaves. Et à cause de l'humiliation, quand on a aboli l'esclavage, la France, les Hollandais, les Portugais, ils étaient revenus fermer le trou. Les Français sont allés casser leur fort. Les Hollandais sont allés casser leur fort détruit pour qu'il n'y ait plus d'histoire. De preuves. De preuves. Et on les a chassés. Mais on a pu reconstituer le fort français qui est toujours là et qui sert maintenant de preuve pour montrer quel genre d'animosité ils ont effectué sur le peuple noir. Pour montrer qu'ils sont des barbares, des sauvages, des animaux, des dangereux, qu'on doit éviter, des gens à qui on ne doit jamais dire bonjour. Et quand on voit un Français, un Africain qui se rappelle de son histoire, doit cracher sur un Français. On ne demande pas aux gens de faire ça, parce que nos ancêtres n'ont pas fait ça. Ils connaissent les valeurs de la mate. Ils connaissent la sacralité de la vie. Voilà. Donc il ne faut pas mépriser, opprimer la race humaine. Nos ancêtres ont respecté ça. Mais en retour, eux autres, ils nous ont fait quoi? D'accord. Après la case noire. Maintenant, après la case noire, il y a le cimetière des esclaves où on jetait le reste des gens. Ce qui veut dire que même au niveau de la case noire, non, quand on la remplissait, les gens qui mouraient, à l'époque, on ne venait pas les enlever. Hein. Ils pourrissaient là. Les autres restaient sentir l'odeur là. Et dans cette odeur, on venait leur donner le pain rassis dont je parlais. C'est pas possible. 24 heures. Une boule de pain, on vous fait avaler l'eau. Parce qu'ils refusaient, ils voulaient mourir. Non, Majesté, ce n'est pas possible. Vous voyez un peu. Et pour mettre maintenant un autre convoi, il faut racler les débris qui sont restés. Ils faisaient pipi sur eux. Ils faisaient, d'autant plus qu'ils étaient attachés. Comment peut-il faire les besoins et se nettoyer? Ils faisaient tout sur place, comme le poulailler, où on fermait les poules, les coqs, les poulets, et ils font tout sur place. C'était comme ça que nos ancêtres vivaient, à travers les chrétiens. Vous voyez, ce sont les chrétiens qui ont provoqué ça. Maintenant, quand on les enlevait de la case noire, pour ceux qui étaient restés vivants, ils prennent maintenant la route de l'embarquement vers le port. Il y a environ 3 km de la case noire. Donc, ils prennent la direction du port. Et sur la route, à un niveau, il y a un lac où il y a les pirogues, où on les enjambait. Ils étaient enjambés pour traverser. Et quand vous traversez maintenant, ils partent au niveau de ce monument que vous voyez, qui était le comptoir des esclaves. Le comptoir de l'embarquement. C'est que toi qui es venu chercher 11 esclaves, on vérifie les dernières formalités sont remplies là. Et les esclaves restaient entassés les uns sur les autres dans cet endroit-là. C'est construit à partir des briquettes rouges. Les briquettes à l'époque aussi, on les donnait au roi pour reconstruire leur palais en échangeant des esclaves. Et quand on finissait
de les maltraiter là pendant environ 2 semaines. On les faisait sortir pour qu'ils ne prennent pas la porte du non-retour. Donc quand tu arrives à ce niveau, c'est qu'il n'y a plus de retour pour toi. Même voilà, mort, justement, la porte du même non-retour. mort, on va te jeter dans l'eau. C'est-à-dire, après cette porte, c'est la mer directement. Après cette porte, c'est la mer directement. Donc, une fois que tu as franchi cette porte, il n'y a plus de retour possible. Voilà pourquoi on parle de la porte de non-retour qui était beaucoup plus matérialisée à l'époque par un arbre. Voilà pourquoi on parle de l'arbre du retour. Est-ce qu'on a cet arbre-là? Oui, c'est là qui laisse d'abord la porte de retour. Du non-retour, on finit avec la porte du non-retour d'abord. Sur la porte du non-retour, en gros plan en haut, vous voyez les esclaves alignés et attachés et qui attendaient la pirogue. Donc c'était comme ça qu'on les alignait avec les fouets. Et quand ça vient maintenant, on les entassait dedans comme on aligne les moutons dans la voiture. Mais les moutons, c'est même mieux. Les sardines dans les boîtes de conserve, comme on entasse les uns sur les autres. Et pendant ce temps, il y a les faibles. Ceux qui ne supportaient pas, on les jetait dans la mer. Et quand il n'y a pas assez de nourriture, pendant le voyage, pour les esclaves, on diminuait. Même les bras valides étaient jetés dans l'eau pour qu'on puisse avoir des esclaves vivants et qu'ils aillent travailler de l'autre côté. C'était comme ça qu'ils vivaient. Maintenant, quand tu traverses la porte du non-retour, il y a aussi le phénomène, il y a aussi le processus rituelique de l'arbre du retour que je n'ai pas parlé. L'arbre du retour, je voudrais qu'il envoie. Ça, c'est l'arbre du retour. Cet arbre, on l'appelle l'arbre du retour. Pourquoi? Parce que les esclaves, à l'époque, avant de franchir la porte du non-retour, faisaient 3 tours autour de cet arbre. 3 tours, et c'était quoi? Ça consistait à quoi? Les 3 tours, c'était pour qu'ils laissent leur âme. On a fini de javeliser leur mental, de fasser leur mémoire. Ici maintenant, à travers l'arbre du non-retour. À travers l'arbre du non-retour. Ici, il faut qu'ils laissent leur âme pour qu'ils soient comme les animaux. Ils partent comme des animaux, premièrement. Deuxièmement, pour que quand ils vont mourir en route, que leur âme revienne sur la terre natale. Ou bien de l'autre côté, sur les territoires, les terres de déportation, après la mer, qu'ils reviennent, leur âme revienne au pays et que les autres ils soient des moutons. Mais après ce rituel, il y a certains de nos ancêtres qui ont compris et qui passaient par un autre rituel à travers la pierre sacrée que je demande qu'on montre, qui arrivaient à ce niveau, contournaient pour récupérer la totalité de la mémoire qu'ils ont laissée, de leur vie culturelle, de leur héritage culturel, traditionnel, spirituel qu'ils ont laissé au niveau de l'arbre retour, de l'arbre du non-retour, et de récupérer aussi leur âme qu'ils ont laissé au niveau de l'arbre de retour. Et ce sont ceux-là qui, arrivés là-bas, ont commencé par pratiquer la tradition, la spiritualité vaudou, et qui a donné naissance à tout ce que nous voyons aujourd'hui. Qui s'est perpétué. Et voilà, dans les pays comme le Brésil, Cuba, Haïti, ainsi de suite. Amérique latine, même au sein des USA aussi. Donc ceux-là ont su garder, en fait, par use certaines de leurs traditions. Donc ceux qui avaient une notion rituelique, voilà, quand il fallait faire le tour de cette pierre, ils récupéraient donc voilà, l'âme qu'ils ont perdue sur l'arbre de non-retour. Avant de partir. Et s'ils n'ont pas la chance d'être jetés à la mer, arriver là-bas comme le vaudou était, le vaudou, je dis était, le vaudou est assis sur l'harmonie avec les cosmologies, les éléments, avec l'harmonie, avec les différents éléments de la cosmologie, arriver là-bas tant qu'il y a l'air, tant qu'il y a le feu, tant qu'il y a l'eau, tant qu'il y a la terre, ils peuvent reconstituer leur patrimoine spirituel, culturel et traditionnel. Et c'est comme ça que le vaudou a vu le jour un peu partout. Mais il y en a qui disaient que pendant que je suis sur mon territoire, vous me maltraitez comme ça, vous m'amenez où? Là où vous allez m'amener, la souffrance qui était là-bas serait encore plus dangereuse que
celle qu'on a vécue ici, arriver à ce niveau, avant même la pierre, juste après la porte du non-retour, parce qu'il fallait plus retourner, il se jetait au sol pour inhaler le sable de la plage, avaler, inhaler, jusqu'à se remplir les poumons pour mourir sur place ou bien mourir avant l'embarquement. Que de partir. Que de partir. Et ceux-là, leur âme est restée présente dans ces sites que nous voyons. Nous avons leur âme présente dans ces sites. Là-bas, quand vous allez à ces endroits, vous allez sentir une vibration qui n'a pas de nom. Parce que ce sont des endroits qui revendiquent la liberté du peuple noir. Que le peuple noir se libère de la religion. Que le peuple noir se libère de la politique occidentale. Que le peuple noir se libère des mœurs de l'Occident. Que le peuple noir se libère de la vision du monde de ces peuples. Maintenant, cette pratique a duré environ pendant 200 ans, comme je l'ai dit, je le disais tout à l'heure. Le roi Gezo était arrivé au pouvoir. Et suite aux différentes luttes du roi à Dandozan, il s'est dit que, mais, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous n'allons pas continuer par vendre de sang propre parce qu'il est venu voir le système en place. Que moi, je dois refuser ça. Ça ne doit plus continuer. Il a commencé, il a d'abord redynamisé le corps des Amazones, restructurer le corps des Amazones, les former correctement pour la cause, lutter véritablement contre la chose. Donc à côté de la formation militaire, il y avait eu la formation spirituelle. Et les Amazones à côté étaient formées, c'était les femmes, les Agodiers. Elles étaient à moitié pratiquement humaines et à moitié êtres spirituels. Donc à travers même les ongles, ils n'ont pas besoin de flèches ni de couteau. Quand une Amazone envoyait ses 5 doigts dans ton ventre, ça pouvait sortir. Donc en honneur à ces Amazones qui ont vraiment lutté pour notre liberté, pour l'abolition de l'esclavage et pour en fait chasser les colons du Bénin à travers le roi Béhanzin, le président Talon a érigé ce monument tel que nous voyons à l'image, en image, qui se situe aujourd'hui à la place des Amazones à Cotonou, sur la route de l'aéroport. Donc quand Gezo était arrivé en 1888, il a fait les réformes. Il a dit que, mais au lieu de vous vendre les humains, il faut qu'on change les tendances. Donc pendant qu'il négociait, les soldats et les contremaîtres qui allaient de force arracher les esclaves, le bras valide, les Amazones et son armée partaient les attaquer. Et ils étaient le dernier navire qui était venu n'avait pas pu ramasser les esclaves. On appelle le bateau là Marina. Ça a été saisi et détruit par les Amazones au port de Ouida avec l'armée du roi Gezo. Et finalement, ils ont dit que, ok, comme tu ne voulais plus, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, ils étaient obligés de se plier, négocier, renégocier et tout et tout. Donc, il a commencé par importer les palmiers sélectionnés. Le roi Gezo a été le premier dirigeant à importer les palmiers sélectionnés au Bénin. Et on a commencé par produire de l'eau rouge, transformer l'eau rouge en savon, coton, qu'il venait prendre, utiliser les troncs de palmier qui ont vieilli pour produire le vin du pan. Avec ce vin du pan, le pan, on produisait l'alcool traditionnel que nous appelons sodabi, qui était l'apanage d'une seule famille. Qui s'appelle le Dontol ici. Oui, le Dontol ici, une famille qu'on appelle sodabi. Et quand ils ont vu ça, même à l'époque, cette famille produisait ça à partir des palmiers, les palmiers traditionnels, pas les palmiers sélectionnés. Les colons ramassaient cette famille, les envoyaient dans les champs là-bas pour pouvoir leur produire l'alcool traditionnel. Et c'est à partir de cet alcool qu'ils ont commencé par fabriquer le whisky. C'est à partir de l'invention des Noirs qu'on a commencé par produire le whisky
à partir des palmiers qui produisaient là-bas, que Guézo a demandé, on est revenu avec. Et il les a installés, faites votre commerce, on est là pour la diplomatie, nous n'allons plus vous vendre les humains. Ceux qui ont essayé ont été envoyés en prison et chassés, les bateaux détruits. Vous voyez un peu, donc Guézo a rompu ses relations avec le roi, avec l'esclavagiste qu'on appelle Francisco Félix, Don Francisco Tchatcha Félix de Souza, le plus grand des esclavagistes que le Bénin ait connu, le Dahomey est connu. À côté, c'était lui qui dirigeait le marché des esclaves. Sa résidence était à côté du marché des esclaves, à la place Tchatcha. C'est son nom qu'on a utilisé pour baptiser la place là. Normalement, on devrait enlever ça. Cette place ne devrait plus se faire appeler la place Tchatcha parce que Tchatcha n'a rien fait de bon au Bénin. Et son palais, là où il restait, est encore resté intact au Bénin actuellement, où il y a ses représentants des Souza qui y vivent. L'État béninois doit effacer sa mémoire du continent dahoméen. Ça ne devrait plus exister. Donc maintenant,